Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI OVI, en présence de l'ufologue Rémi Fauchereau. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Bonjour Gilles, ça va bien. Mais passons dès à présent au sommaire de cette édition. Au sommaire de cette édition, nous commencerons par les infos d'ODH TV avec le programme de l'année 2022 de l'émission Matin OVNI OVI. Dans le courrier des ODH Notes, c'est Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens, et Patrice Galacteros, président de l'association OVNI Paris, qui y répondent. Dans la rubrique brouillage, c'est Rémi Fauchereau qui s'en charge. Nous passerons par la suite à l'agenda. Bruno Botta, membre du GUI, groupe d'ufologues indépendants, répond aux questions de cette édition. Dans la deuxième partie de cette édition, ou Actu ODH ou Actualité OVNI OVI dans l'histoire, c'est Gilles Durand de l'Histocat qui vous présente un cas. Puis nous terminerons par le dossier de cette édition, le 5e épisode de la série Culture OVNI OVI ou Ufologie populaire, qui est consacré cette fois-ci à l'ufologie dans la science-fiction et l'imaginaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Cette année, les émissions Matin OVNI OVI continuent avec un programme assez important. Ainsi, nous allons continuer les séries Culture OVNI OVI, Brouillage et la série Hypothèse. En voici quelques extraits. Alien Brigade, le fameux jeu Alien Brigade, qui est une rareté absolue. Et c'est un jeu incroyable, quoi. Un jeu qu'il faut posséder pour tous les fans. Mais c'est quel type de jeu? Ah, c'est des jeux à l'ancienne, hein, mais pour l'époque, c'est assez sympa. Voilà. Bon, faut se mettre dans l'époque. C'est quand même les années 80. Il était complètement parti dans l'émotionnel. Il m'a dit, voyez, monsieur Fauchereau, j'attends ça depuis au moins 20 ans. Elle explique des cas. Ils sont décriés. Ils sont décriés par les purs et durs ufologues. N'oubliez pas qu'en mai 2022, l'émission fêtera ses 15 ans d'existence. Matin OVNI OVI a été créé en mai 2007. Nous reviendrons sur l'histoire par le biais d'une émission de type rétro DH qui sera diffusée sur la chaîne YouTube ODH TV Archives. Question des ODH Notes. Question de Martine. Que pensez-vous d'Oumuamua Mua? Artificiel ou extraterrestre? Non, à mon avis, ça n'a rien d'extraterrestre. Ça, c'est un phénomène purement géophysique, géologique, si on peut dire, qui s'est détaché d'une autre planète ou d'une autre, je sais pas, ou d'un astre quelconque qui a explosé, etc. Et puis les débris se sont baladés. C'est un astéroïde, quoi. Et ça s'est baladé c'est venu peut-être de très loin, et puis c'est venu dans le système solaire. Ça me donne cette impression-là. Moi, je ne crois pas du tout à quelque chose d'extraterrestre. Alors moi, direct, je pense que c'est naturel. Je vois pas de raison. Par contre, je comprends qu'on saisisse la balle au bon quand on est un scientifique qui est à la recherche un petit peu de renom, et qu'on développe une hypothèse extraterrestre qui pour moi se base absolument sur rien. Je suis un peu étonné qu'en réalité, sur un engin qui arrive dans notre système solaire, qui en repart, qui ne sera jamais plus, on n'a pas la capacité d'examiner de près et qui va partir pour toujours dans le fin fond de l'espace, qu'on se permette des hypothèses
comme quoi ils seraient d'origine extraterrestre, alors que quand des engins sont vus par des gens chez nous, se posent même à terre avec ça, on refuse systématiquement, les mêmes personnes refusent systématiquement l'hypothèse extraterrestre, même de l'envisager. Donc il y a quand même ma réaction, je dirais qu'il y a 2 poids et 2 mesures, et ça me gêne un peu. Je vois qu'une personne, en fait, fait son buzz, fait sa pub, et saute sur l'occasion. Et je trouve pas ça très cool pour la science en général. Mais bon, alors pourquoi je crois pas que ce soit un engin extraterrestre? Parce que je vois systématiquement, je vois rien d'extraordinaire dans cet astéroïde qui a traversé le système, point final. Il vient de l'extérieur, ouais, c'est bien. C'est la première fois qu'on a des mesures suffisamment précises pour prouver qu'il n'est pas interne au système solaire, qu'il vient de l'extérieur. Je n'ai pas trop envie de continuer à discuter la question. La bande dessinée Vol 714 Porcinet a-t-elle influencé une génération d'ufologues? Ah, ça je sais pas, mais il y a eu quand même comment on appelle ça, des anecdotes dans la bande dessinée qui ont un rapport avec l'ufologie. La soucoupe à la fin, les anciens astronautes. Voilà, avec Berger. Bon, ben je sais pas si ça a influencé, je sais pas, mais il y a des gens qui je suis sûr, qui ont lu Vol 714, mais qui n'ont pas du tout fait le rapport ou le rapprochement avec l'ufologie. Ça, j'en suis sûr. Même des gens qui s'intéressaient à l'ufologie. Ils n'ont pas fait le rapprochement. Alors peut-être que d'autres ont fait l'inverse. Ils ont fait le rapprochement et que ça a pu créer un petit quelque chose chez eux et qu'ils se sont intéressés justement. Mais bon, ben, alors peut-être que la fin avec la soucoupe volante, on voit une soucoupe volante, je crois. Oui. Alors là, bien sûr, à ce niveau-là, mais au départ, il y avait des têtes aussi, il y a vraiment des grosses têtes rondes, comme on trouve dans Ancien Alien. Oui, exact. Et donc, mais est-ce qu'ils ont fait le rapport, par exemple, sur ces points-là précis, ou alors le gars qui était dessiné avec le petit écouteur et la petite antenne qui représentait Berger ou Bergier? Je pense pas qu'il y en a qui n'ont pas fait le rapport. C'est sûr, quand ils ont vu, il y a eu un dessin de soucoupe, c'est sûr que là, ils ont fait le rapport, c'est sûr. Mais pour tout le reste, tout ce qui était connotation ufologique, pas très précise, inconnue pour certains, ils n'ont peut-être pas fait le rapport. On le ferait peut-être plus facilement aujourd'hui qu'on l'a fait à l'époque. Exactement. Je tiens à rappeler que les émissions en zone parallèle ne traitent pas que d'ufologie, mais aussi de phénomènes paranormaux, des faits insolites et étranges, des conspirations et de cryptozoologie. C'est une émission québécoise qui est diffusée les samedis de midi à 14h, soit en heure française de 18h à 20h. N'oubliez pas également la petite dernière, Zone insolite, diffusée juste après de 14h à 16h au Québec, donc de 20h à 22h pour la France. Cette émission est animée par plusieurs animateurs défilant les uns après les autres au cours des mois à venir. Les 19 et 20 février 2022 se déroulera le 17e salon Ciné BD TV Migène Collector dans le département de l'Yonne. Ainsi, le samedi 19 février de 10h à 19h et le dimanche de 10 à 18h, à la salle des sports de Migène, il y aura des expositions, dédicaces, animations, boutiques, costumes, mangas, comiques. Pour plus de renseignements, veuillez vous rendre sur le site internet www.migène-collector.fr. Migène Collector, c'était comment? C'était la première fois que tu descendais ou c'était... Ah non, mais Migène Collector, je le fais depuis 2009, et je le fais régulièrement en exposant et je vends des produits dérivés. Étant moi-même passionné, je fais mon petit tour, je
je rencontre des gens variés, avec cette même passion, c'est-à-dire tout ce qui est univers science-fiction, fantastique. Et les Galactic Day, qu'est-ce que tu en as pensé à Auxerre? Galactic Day, c'est pas mal aussi. Bon, c'est un peu différent par rapport à Mission Collector, mais c'est un salon qui est sympa aussi, parce que le dernier qu'on avait fait, c'était consacré aux extraterrestres. Et j'ai aimé, ouais, il y avait le stand du Sto, il y avait le stand de Rémi Fauchereau, mon stand à moi, et on a apprécié, on a passé un bon moment. Passons dès à présent à un cas de vie dans l'histoire présenté par Gilles Durand. Philosophical Transaction, au XVIIIe siècle, cet astronome anglais qui observe, depuis son observatoire d'ailleurs, je ne sais plus, je crois que je l'ai dans l'Histocat. Donc il observe ce météore et il le dessine, mais il le dessine très géométriquement. Et puis le temps de passage du météore lui-même est assez long, je crois que c'est 45 secondes, mais après la traînée dure plusieurs minutes. J'ai dit 20 minutes tout à l'heure, mais plusieurs minutes. Je pourrais avoir le texte exact. Et les ufologues s'en sont emparés parce qu'il est très géométrique. Tu vois, il y a un nucléus à l'avant, c'est-à-dire la partie très lumineuse de l'avant du météore, ce qu'on appelle le nucléus, après il y a la traînée. Sauf qu'entre la traînée et le nucléus, il y a une partie où ça gonfle un peu, tu vois, au-delà de la taille du nucléus, mais c'est normal, quand ça brûle, toutes les matières qui sont vaporisées. Et donc là pour lui, dans ce qu'il voit, c'est à l'œil nu qu'il fait l'observation, il n'est pas tout seul d'ailleurs, je crois. En fait, il dessine les différentes nuances, tu vois. Il y a des trucs plus foncés, plus clairs. C'est un peu... et ce qu'il dessine, c'est tellement géométrique qu'on a l'impression que c'est cloisonné, tu vois. Il y a un cloisonnement. C'est assez bizarre. Mais c'est un météore. Et les ufologues, bien sûr, ils en ont fait un objet matériel. Voilà. Un objet manufacturé. Alors qu'en fait, c'est juste un météore. Passons dès à présent à la troisième partie de cette édition, le dossier. Poursuivons la découverte autour de l'ufologie dans la science-fiction avec d'autres sujets développés par Jacques Scornaud, président du Sceau, Bertrand Meust et bien d'autres. Poursuivons également le sondage réalisé auprès des ufologues et des veilleurs. À la fin de ce dossier, il y aura quelques extraits du reportage sur le festival de science-fiction qui a eu lieu en octobre 2021, Auxerre Galactic Days, avec l'intervention de Bruno Botta, Rémi Fauchereau, Gilles Durand, etc. Bref, pour ce troisième épisode de l'ufologie dans la science-fiction, il y a encore beaucoup à vous partager, mais passons dès à présent à ce nouvel épisode. Avant de commencer ce troisième dossier sur l'ufologie dans la science-fiction, je vous propose un instant de nous arrêter à un petit plan de cet épisode. Ah, ce ne sera pas long, ne vous inquiétez pas. Dans un premier temps, nous allons continuer le sondage autour des films, bandes dessinées, également livres préférés, mélangeant ufologie et science-fiction. Ensuite, nous allons partir dans le département de l'Yonne, où Gilles Durand, Bruno Botta et Rémi Fauchereau vont vous présenter le festival de science-fiction Auxerre Galactic Days, qui s'est déroulé en octobre 2021. Et nous terminerons par une conclusion autour de l'ufologie dans la science-fiction et l'imaginaire. Quel est ton film préféré de science-fiction ? Ça dépend. J'ai plusieurs films préférés de science-fiction. Il y a des films... ça dépend de... Quelle est la chose qui m'attire dans le film, de quelle époque il s'agit. S'il s'agit par exemple d'un contact avec une créature extraterrestre, c'est la chose d'un autre monde.
Et là d'ailleurs c'est frappant parce que ça se passe, il y a un crash d'OVNI à proximité d'une base américaine au Groenland. Le cadre est parfait. J'aime beaucoup cette histoire. J'aime aussi... alors il y a de la SF, disons, qui traite pas d'OVNI. Le film préféré de science-fiction, je pense, c'est Blade Runner. Parce que c'est un très grand bonhomme. Là. C'est comment il s'appelle qui a fait ça, Blade Runner? Ridley Scott? Non. Si, oui. C'est génial. Alors là, c'est tiré d'un roman de Philippe Dick. Hein. Ben, le plus connu, c'est Rencontre du troisième type. Mais parce que ce film-là, c'est quelque chose qui a été fait dans le sens, comment je peux dire, Jacques Vallée était là-dedans comme pour aider justement, parce que c'est des cas vécus qui ont été mis par Steven Spielberg, mis en avant, mais tournés pour le cinéma. C'est peut-être pas aussi véridique, mais très inspiré. Donc, c'est des cas c'est l'engin qu'il y a là-dessus. C'est fou, là. C'est immense. Ça représente quelque chose de... Et tu vois que c'est quelque chose qui... C'est science-fiction, mais c'est plausible. Parce que justement, ça revient de ça. Des cas vécus qui ont été notifiés, si on veut. Mais ils l'ont rendu public via un film. Et il est bon là-dedans aussi, Steven Spielberg, reprendre des histoires parce qu'il est très inspiré. C'est un gars qui est très inspiré, qui écoute son intuition. Et il l'a dit aussi dans une entrevue que ses inspirations de films, ses histoires, ça vient justement de par ses rêves, de par ses ressentis. Il s'écoute beaucoup. Mais bref, ça a été le meilleur film, à mon avis, qui a été fait. Ce film-là a eu un impact sur moi vraiment beaucoup parce que je me rappelle d'avoir écouté ce film-là quand j'étais petit. Puis il y avait un petit quelque chose qui n'était pas comme les autres films. Puis plus que j'ai grandi, plus que je revois aujourd'hui, genre dans les contextes, dans quel contexte ce film-là a été fait, connaissant plus l'ufologie aujourd'hui avec les subtilités du phénomène, je trouve que ce film-là est tellement approprié au détail près. Je veux dire, il y a une scène que je vais me rappeler toujours où la camionnette se stabilise, la camionnette s'arrête et puis là, il y a une lumière qui passe en haut de la camionnette et puis tout arrête et puis on voit un panneau qui shake comme ça. Mais quand tu regardes les sources de ça, ils ont pris l'information dans des vrais cas d'observation d'OVNI. Le contact, le fait que le phénomène s'imprime dans la vie des gens. Là, je me rappelle une scène où il est en train de faire la montagne avec ses patates, mais c'est des choses qui se produisent dans la vie des témoins. L'isolation, le fameux contact aussi, où il y a eu échange avec l'aspect scientifique par rapport au film. Puis d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense que Jacques Vallée il était représenté là, avec le personnage de Danfus. Et puis, pour moi, c'était un film qui était très réel là, dans la mesure, si on compare, authentique, c'est ça que je cherchais. Donc, c'est un film qui est très authentique au niveau du phénomène OVNI. As-tu vu le film Valérien? Oui, je l'ai vu, mais il n'est pas du tout proche de la bande dessinée. Il y a bien sûr des éléments comme la soucoupe. L'Auréline. L'Auréline, voilà. Le Valérien, l'Auréline. Mais l'histoire, elle n'est pas du tout pareille que la bande dessinée. Bon, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Hein. Je l'ai en film, je l'ai archivé dans mes archives de science-fiction. Et puis la bande dessinée, je l'ai gardée aussi. Et niveau bande dessinée, à part Bibi Fricotin. Je vais être assez classique et bon public.
je renvoie à Lob et Gigi sur le plan ufologique, parce que je pense qu'on n'a jamais fait mieux que Lob et Gigi, les 3 tomes qui ont été publiés dans les années 70. Sinon, au niveau bande dessinée, t'as jamais connu, je t'en avais parlé du Scrum Mustache, t'as jamais connu cette bande dessinée? Ah si, je la connais de nom, mais je ne suis pas rentré là-dedans. Là aussi, j'ai un côté assez classique. Je t'enverrai les dessins, oui, tu vas voir, ça se passe à Karnak, hein, généralement. Ouais. Hein, t'as les menhirs déjà, et les ovnis, voilà. Ah oui, bien. Les histoires des bandes dessinées qu'on trouvait dans Tintin, il y a eu dans Cooper, avec les soucoupes volantes. Il y a une histoire, il y a plusieurs histoires de soucoupes volantes dans Tintin et dans Cooper, sur les soucoupes volantes. Les extraterrestres aussi. Les hommes en bleu qu'on trouvait dans l'espace, ou des choses comme ça, je crois, qui avaient la peau bleue. Je crois, si je me souviens bien, une bande dessinée sur ce sujet-là. Énormément, parce que Donald, dans les années 60-70, il y avait pas mal qui étaient consacrés aux soucoupes volantes, aux extraterrestres, et tout cet univers-là, quoi. Donc il y en a eu beaucoup, et surtout des belles planches, avec des couleurs vraiment très très lumineuses, avec des bons textes aussi, des bonnes histoires. Et bah, ça a marqué toute une époque. Hein. Moi j'en ai racheté un, je ne sais pas si tu te souviens, à Rennes-les-Bains, parce que ça m'avait évoqué beaucoup de choses, et étant moi-même collectionneur, donc j'ai toutes ces choses-là aussi. Et bah, c'est très très riche en images et en émotions. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Lucorian. Lucorian, tu connais Lucorian? J'ai toute la collection de Lucorian, où justement il y avait les extraterrestres et les soucoupes volantes qui venaient d'une autre planète, qui avaient atterri durant la préhistoire. Ils avaient pris des échantillons humains et les avaient mis dans une soucoupe volante. Et Lucorian, donc des années 70, ça se passait dans les années 70 l'histoire. Ils ont retrouvé la soucoupe volante et avec les hommes préhistoriques que les extraterrestres avaient prélevés parmi la population à cette époque-là. Et ils avaient survécu par hibernation, une sorte d'hibernation quelconque, jusqu'à ce moment-là. Et c'est donc Lucorian, c'était un costaud, un baraqué, un peu à la Rambo, qui travaillait avec un professeur qui était un génie, et puis une secrétaire qui était une pin-up un peu sexy. Et puis donc le professeur les a ranimés, les a sortis de leur léthargie, et puis ils ont réveillé les hommes préhistoriques, ils les ont relâchés dans la nature, ils sont retournés, c'était au milieu de la jungle que ça se passait. Et puis ils sont sortis de la soucoupe volante, et puis ils ont réparé, donc après quand l'équipage extraterrestre a retrouvé vie, ils ont réparé la soucoupe et ils sont repartis en direction de leur planète. Et puis après, il y a eu des suites à cet épisode-là. Ils sont revenus en France, voir ce fameux professeur, ils se sont retrouvés, parce qu'à l'époque, la planète, quand ils sont retournés sur leur planète, ils ont donné des informations sur la Terre qu'ils connaissaient. Et cette fameuse planète, c'est une planète de dictateurs qui voulaient envahir la Terre, donc ils sont revenus chercher le professeur Lucorian et la secrétaire pour essayer de faire quelque chose pour protéger détruire la flotte d'invasion qui était prête pour envahir la Terre, etc. Puis j'ai pas été plus loin dans les bandes dessinées, ni dans les épisodes, mais enfin il y en avait un paquet, ça c'était... Et là j'ai donc retrouvé sur internet la collection complète pour pas grand chose, en bon état, de Lucorian, et donc il faut que je la lise parce que je connais que 4 albums sur le sujet. Les 4 premiers albums, les 4 premières histoires. Et là, ça me passionne, je vais voir ça. Il y avait aussi, mais là c'était dans Pilote, c'était plus dans Tintin. C'était Lohan Sloan. Je sais pas si vous entendez parler de ça. C'était une petite bande dessinée aussi qui avait lieu sur les extraterrestres et les vaisseaux spatiaux, etc. Et puis il y avait les fameux comment qui s'appelaient Valérian aussi. Des bandes dessinées comme Valérian et sa fameuse soucoupe qui faisait des sauts dans l'espace-temps, etc. C'est un peu tout ce que je me rappelle entre Pilote et Tintin.
Quand j'étais adolescent, j'ai lu pas mal de livres de science-fiction, mais à la fin je m'en suis lassé. Et d'ailleurs ce livre que j'avais lu, il n'était pas tellement question de soucoupe, si je me souviens bien. Donc c'était indépendamment de l'ufologie que j'ai lu quand j'étais jeune, avant que je commence vraiment à être actif en ufologie, que j'ai vu des livres de science-fiction ou d'anticipation, comme on disait aussi à l'époque. Donc, bien sûr, là, les livres où apparaissent des ovnis, je pense pas que le SO en ait récolté beaucoup, parce que tout ce qui est livre est déjà au dépôt légal. Hein. Là, donc c'est pas la peine même qu'on les... Enfin, c'est toujours utile d'en avoir 2 endroits plutôt qu'un seul. Mais non, les livres de science-fiction d'anticipation, je pense pas que le SO en ait, ou alors très peu. Et je vous ai sorti aussi un truc dans ma collection, un bouquin de Jimmy Gueux, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Chasseur d'hommes, sur les fameux hommes en noir, justement. Donc c'était la collection qui était sortie, bon c'était les rééditions, hein. Et bon, ils avaient sorti ça, bon ça c'est le numéro 10, Chasseur d'hommes, donc ça raconte des histoires d'hommes en noir, liées à des cas célèbres, mais romancés par Jimmy Gueux, bien sûr. Donc voilà, bon, là il y a la couve, hein, fameuse photo de Jimmy, hein, que tout le monde connaît. Et bon, il y a eu toute une collection comme ça, il y a eu énormément de bouquins de Jimmy qui ont été réédités dans le début des années 90, à l'époque des Portes du Futur, justement. Voilà, donc c'est des petites trouvailles pour Culture OVNI. D'accord. En parlant de livres, l'association SO, Sauvegarde et Conservation des Études et Archives Ufologiques, en a exposé de nombreux à leur stand au salon de science-fiction Auxerre Galactic Days, qui s'est déroulé en octobre 2021. Dans ce genre de festival ou de salon, vous pouvez trouver de nombreux produits dérivés avec des soucoupes volantes ou des extraterrestres. Ainsi, Gilles Durand, secrétaire général de l'association SO, Rémi Fauchereau et Bruno Botta étaient présents à l'événement. Le Galactic Day, pour moi, c'est un salon que j'adore et que je vais régulièrement, et je le conseille à tout le monde parce qu'on fait des bonnes découvertes. Et c'est un salon de passionnés d'univers de science-fiction et de fantastique. Et là, vous trouvez plein de produits dérivés liés aux séries télé, au cinéma, à la bande dessinée de toute époque. J'ai été en tant que visiteur plusieurs fois, c'est-à-dire je ne sais plus quand est-ce que ça a pris, que ça a commencé, mais j'y étais à la première. À la première, j'y étais en tant que visiteur, et en tant qu'exposant, j'ai été il y a 2 ans, en 2019, où j'ai exposé mon livre sur les ovnis, puisque le thème de l'AGD, c'était surtout les soucoupes volantes et les ovnis, et l'affiche de l'AGD, d'il y a 2 ans, c'était une énorme soucoupe volante avec un faisceau lumineux qui descendait sur le gymnase où se déroulait la manifestation. Donc, moi j'ai dit, tiens, avec mes ovnis, et donc j'ai été là-bas avec mes livres, mes compilations sur les ovnis aussi. J'avais fait les compilations, c'est les coupures de presse, et tout ça. Et les ovnis, et puis, j'en ai vendu quelques-uns, qu'il y a des gens. J'ai eu des témoignages aussi, dans le département, c'était plutôt hors département. Hein. J'en ai eu un, je crois, dans le département, et puis les autres, c'était hors département. Et puis, c'est même un gars de l'équipe de V, tu sais, les reptiliens, qui m'a donné, qui était figurant, qui m'a donné un témoignage. Je ne sais plus de quelle région c'était, mais il m'a donné son numéro de téléphone, le contacter, il me donne son témoignage. Oui, j'ai passé un bon moment, ça a duré un week-end. Et puis donc, là, en face moi, j'étais juste en face le stand du SO. Du SO, qui était descendu, c'était sa première manifestation à l'AGD, le SO, en tant qu'exposant. Il n'était jamais venu en tant que visiteur. Et en tant qu'exposant, et puis en visiteur aussi, puisqu'ils exposaient, puis en tant que conférencier aussi, parce que Gilles Durand a fait une conférence aux AGD. Il a fait une conférence sur l'histoire de l'ufologie, qui était bien, que j'ai filmé d'ailleurs, j'ai tout filmé. J'ai filmé toute la conférence. Le problème que j'ai, c'est que j'ai pas pu la mettre
la mettre sur YouTube ou n'importe quoi, parce que moi je suis à la préhistoire de l'informatique comme je le dis souvent. J'ai mes cassettes, c'est des micro-cassettes, et pour mettre ça, il faut un logiciel pour transformer ça, etc. Tu connais l'histoire. C'est pas sur une carte SD, donc c'est pour mettre ça sur... c'est pas facile. Mais autrement, toute la conférence a été filmée, et tu vois, jusqu'à Z, et donc c'était intéressant. Ça fait de belles archives aussi. Mais en tout cas, Auxerre Galactic Days 2021, personnellement, donc c'était le premier salon de science-fiction que je faisais. J'ai bien aimé, hein, vraiment. Hein, je pense que j'irai à 2022. Les conventions de science-fiction, c'est quand même très 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 sympa. C'est un sacré public, c'est très drôle. J'adore les costumes. D'ailleurs, cette année, il y avait des récompenses pour les meilleurs costumes. C'est quand même très 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 cool ça. Dans les costumes achetés dans les magasins, des trucs préparés, si j'ose dire, cousus, et puis les trucs faits à la maison. Et je peux te dire qu'il y a des gens qui sont doués. Hein. D'ailleurs, je pense que tu dois, en parlant de reptiliens et de costumes, je pense que tu dois te souvenir de ton arrestation par les gardes reptiliens. J'allais justement en parler, par les troupes de V qui m'ont arrêté parce que j'étais quelqu'un. Bah oui, je sais bien que je suis un résistant, il n'y a pas de problème, ça depuis toujours, depuis tout petit. J'ai toujours résisté à tout. Hein, pendant 23 ans à la BNP, j'ai résisté à la cravate. J'ai jamais mis une cravate de ma vie à la banque. Alors, qu'as-tu pensé d'Auxerre Galactic Day 2021 ? Ah bah j'ai adoré. J'ai adoré. Bon, je suis pas resté longtemps, mais j'ai pu faire le tour des stands. J'ai découvert des stands que je connaissais, de collectionneurs, notamment mon ami Claude, que j'ai revu au Galactic Day, et j'ai apprécié vraiment. Bon, il y a plein de petites trouvailles sympas, des produits dérivés, il y a des auteurs aussi de listes de science-fiction. Il y a aussi une auteure aussi que j'ai rencontrée sur l'univers de Jules Verne, un peu inspiré. J'ai acheté aussi son livre. J'ai acheté son livre et je suis en train de le dévorer en ce moment. J'ai trouvé ça très très sympathique. Et plein de bonnes rencontres. J'ai rencontré aussi un youtubeur aussi qui a une chaîne sur le culte. Et il y a aussi la chaîne Zero Quest. Oui, et qui ont été interviewés le lendemain. Que j'encourage les gens à découvrir cette chaîne-là, qui est très très bien. Et bon, la journée est vite passée, bon, j'ai bien profité. Exactement. Merci au fait pour tout ce que tu as réalisé au sein d'ODH TV, parce qu'on a interviewé aussi quelqu'un déguisé en Goldorak. Oui, un passionné de Goldorak qui était déguisé en Actarus. On a rencontré aussi un fan de Ghostbusters et surtout de l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui avait justement la fameuse voiture des SOS Fantômes, une réplique exacte du film. Donc on a bien discuté avec lui, il nous a évoqué ses passions. Un gros collectionneur de jouets, et notamment de l'univers de Tim Burton. On a aussi interviewé les mecs de la série V. Oui, on a rencontré les fans de la série V. On a eu une interview aussi avec eux, et bon, ils nous ont parlé de la série, ce qu'ils avaient apprécié, et ça reste vraiment un bon souvenir, quoi. Pourquoi la EPA se rend dans ce genre d'événement ? Parce qu'il y a toujours Parce que, je dirais, la science-fiction, elle est un peu en avance, à mon avis, sur l'ufologie. Et puis on trouve des idées en science-fiction qu'on retrouve après des fois en ufologie. Et puis il y a les vaisseaux extraterrestres qui feraient d'excellents ovnis. Il y a les aliens qui feraient d'excellents extraterrestres. Donc on fait le parallèle entre la science-fiction et l'ufologie, et puis voilà. Et puis ça fait rêver, comme l'ufologie fait rêver, la science-fiction fait rêver. Avec Gilles Durand, il y a eu le stand Tussaud à Auxerre Galactic Day le week-end du 23. Mais si ça permet d'acquérir quelques nouveaux membres, d'accord. Mais il ne faut pas tout de même étendre les sujets traités trop largement. Hein. Il faut bien passer une limite quelque part, parce que déjà par manque de place, parce que quand on voit tout ce qu'il y a ici,
Il y a encore des choses qui sont chez moi aussi, de l'autre côté. On peut pas tout prendre. Et non, là... Dans cet épisode, je vous ai partagé quelques vidéos et extraits d'un reportage beaucoup plus important concernant Auxerre Galactic Days 2021 qui sera diffusé prochainement sur une nouvelle chaîne YouTube qui est actuellement en construction. Ainsi, vous aurez les avis de toutes les personnes que nous avons rencontrées au cours de ce salon. Et il y en a eu des interviews. Je crois que le domaine de la science-fiction et le rôle que les extraterrestres y jouent, je pense qu'il a quand même été déjà pas mal étudié par des sociologues. La science-fiction que j'ai cultivée pour faire mon travail, c'est une science-fiction qui était déjà, à l'époque où je l'ai fait, un peu passée de mode. C'était la vieille SF, puisque j'étais obligé de m'intéresser à tout ce qui s'était passé avant 47. Mais j'avais fini par prendre goût pour les histoires de savants fous, quoi. Les histoires de savants fous, les histoires d'enlèvement par exemple, les histoires de Jules Verne avec l'enlèvement à bord du Nautilus, etc., par le capitaine Nemo. C'est toujours des enlèvements. En fait, sitôt que les hommes ont été capables d'imaginer un engin qui vole, ils l'ont transformé en un engin fantôme. Donc, sitôt qu'il y a eu des voitures, il y a eu des voitures fantômes, des avions fantômes, des dirigeables fantômes, etc. Fantômes aussi. Et maintenant, c'est les drones fantômes. Maintenant, c'est les drones fantômes. Les drones fantômes, bien sûr, ça se développe logiquement, on peut prévoir à l'avance ce qui va se développer. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut prévoir que s'il y a des voitures... Moi, je raisonnais comme ça. Hein. Quand j'ai compris la logique, je disais, il y a les voitures fantômes. Donc, logiquement, je vais trouver des enlèvements par voiture fantôme. Logiquement, je vais trouver des enlèvements par aéroplane fantôme. Donc, j'allais voir Pierre Versin, puis je lui disais ma liste de prédictions, puis il allait me chercher les livres. Donc, ça prouve que mon idée fonctionne parfaitement. Tu vois. Et donc, c'est quelque chose qui est dans l'imaginaire avant d'être dans le réel. Et comment ça va passer dans le réel, ça reste quelque chose de très très mystérieux. On n'est plus au portrait robot des années 70, où on voyait, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il est reproduit partout. À un moment donné, c'est qu'en fait, c'est un être petit, mais pas avec des yeux avec des yeux assez grands, mais pas plus que ça, et avec un costume de cosmonaute sans casque. Ouais, mais là, on n'en est plus là. Maintenant, ils sont arrivés des entités avec des grands yeux noirs qui se baladent tout nus, apparemment. Hein. Il ne semble pas qu'il y ait quelque chose sur eux. Après, il y a les reptiliens et tout ça. Il y a une évolution de l'imaginaire extraterrestre qui fait que faudrait essayer de faire une étude sur justement la progression de ces archétypes extraterrestres. Je pense qu'on a moins besoin du saut dans ce domaine-là que dans d'autres domaines. Les romans de science-fiction, il y a longtemps que ça existe, donc sociologues ont eu largement le temps de s'en occuper. Et non, on ne peut pas tout faire quand même. Déjà le panorama qu'on balaye est très large, on ne peut pas aller trop loin non plus. Quoi. Mais évidemment, quand c'est des petites... Des petits magazines pour adolescents, ça c'est peut-être moins déjà plus intéressant, parce que ça peut influencer l'opinion que les gens auront par la suite sur les ovnis. Par exemple, les bandes dessinées de Loeb et Gigi, très connues dans le domaine ufologique. Les dessins peuvent influencer les futurs témoins et faire croire que ce qu'ils ont observé dans le ciel ressemble étrangement à ceux qu'ils ont vus dernièrement. Cela fait partie encore du brouillage culturel. Je crois que les lecteurs devraient toujours prendre en question le fait que si on fait la lecture d'une bande dessinée qui raconte l'histoire vraie ou d'un témoin, je crois qu'il faut tout de suite se dire que c'est c'est une lecture pour le plaisir, un peu plus qu'un rapport très sérieux.
fait avec le témoin. Car Donc, il y a... Oui. Oui. Non, allez-y. C'est l'interprétation du dessinateur. Oui, oui, puis c'est très bien quand on parle au niveau d'œuvres à lire pour passer le temps ou qu'on s'intéresse à l'ufologie, mais il faut savoir que si on lit cette œuvre-là, ben, pour avoir une meilleure idée du cas, il va falloir retrouver l'enquête d'origine et non pas la bande dessinée. Ce qui n'enlève rien à la bande dessinée, là. Il y en a peut-être eu qui ont été un petit peu influencés, je pense. Je pense que ça jouait tout ça, parce que c'est vrai que ça a été développé à une époque où c'était vraiment diffusé tous ces films-là de science-fiction, de l'univers avec la soucoupe volante. Donc je pense que ça me peut jouer. Tout à fait. Déjà, la science-fiction, on se demande si elle n'a pas influencé l'ufologie. Alors le sensationnalisme de la science-fiction, encore plus. Ah oui, c'est tout à fait possible, ça. J'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent en tête, mais c'est tout à fait possible. Certains films, par exemple, certaines bandes dessinées. Ah oui, je pense, oui. Quelle conclusion en tires-tu ? C'est tout le problème que pose le rapport avec la science-fiction, qui reste très mystérieux. J'avoue que je n'ai toujours pas compris certains aspects de ce phénomène. Je pense que je ne l'ai pas construit. Il y en a des copains comme Jacques Scornaud qui, au début, pensaient que je l'avais plus construit que objectivé. C'est-à-dire que j'avais créé le rapport. Mais tout ce qu'on a trouvé depuis est tellement massif, tellement évident que non, il y a bien une conclusion première qu'on peut tirer de tout ça, disons, en allant au plus simple, hein, c'est-à-dire sans tomber dans les complications qu'on aime bien développer aujourd'hui. L'explication la plus simple, c'est que les ovnis, tels que nous les connaissons, surtout les rencontres approchées, ont été le portrait robot que nous en avons, hein, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on n'a toujours pas de photo d'ovnis au sol, ni d'une rencontre approchée, du moins crédible. Donc le portrait que nous en avons, eh bien, c'est un portrait robot qui a été en partie construit à partir de la mythologie, de l'imagerie de la science-fiction. Dans la prochaine édition de Matin OVNI, OVI, nous aborderons dans le dossier la culture carnavalesque et des fêtes foraines autour de l'ufologie populaire. Nous arrivons déjà à la fin de cette nouvelle édition de Matin OVNI OVI, enregistrée avec Rémi Fauchereau. Merci Rémi d'avoir participé à cette nouvelle édition de Matin OVNI OVI, auquel tu as participé de nombreuses fois. D'ailleurs, tu es animateur de nombreuses rubriques. Tu participes au dossier Culture OVNI OVI sur l'ufologie populaire, l'ufologie pop, et bien d'autres choses, comme les auditeurs et auditrices le voient souvent. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Matin OVNI OVI ? Pareil, même évolution que il faut, c'était nécessaire à la chaîne, hein, la chaîne ODH TV, et puis des informations supplémentaires, des concepts différents, c'est sûr des nouveautés. Et c'est tout ça pour informer encore plus en détail, de manière plus complète, les ODH Notes. Et ça me fait toujours un plaisir que tu y participes. C'est gentil, oui. Moi, j'aime bien, il n'y a pas de problème. Oui. Quant à vous, eh bien, je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette nouvelle édition, l'équipe d'ODH TV, les partenaires proches et vous autres, ODH Notes. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions de Matin OVNI dans le monde ou de Matin OVNI OVI, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas aussi de mettre un commentaire, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires insultants, acerbes, trolls ou néfastes, éjection. De toute façon, l'administratrice Jenny y veille au grain et ça vous le savez. D'ailleurs, je la remercie d'avoir vérifié si la vidéo ne buguait pas.
s'il n'y avait pas de plantage dans la voix ou même dans l'image, car c'est un lourd travail qu'elle réalise à chaque fois. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition et à très bientôt sur ODH TV 2. Au revoir. Au revoir.